Épique Époque, regard croisé et illustré pour mieux comprendre les défis de notre temps, des conférences proposées par le Jardin des Sciences en partenariat avec RCF Alsace. Bonsoir à toutes et tous et bienvenue pour une nouvelle édition d'Épique Époque, la rencontre mensuelle organisée par le Jardin des Sciences qui permet de nous confronter à une question d'actualité sous le regard croisé de scientifiques, chercheuses ou chercheurs, professionnels de plusieurs disciplines. Ces événements sont hébergés sous le splendide dôme du Planétarium et organisés par Margot Zink, chargée de programmation des conférences du Jardin des Sciences. Comme à l'accoutumée, l'équipe du Planétarium est sur le pont pour assurer une technique irréprochable derrière nous pour celles et ceux qui nous écoutent en présentiel. L'émission est enregistrée et rediffusée en podcast sur RCF Alsace pour notre plus grand bonheur et bénéficie du soutien de la région Grand Est. Comme à l'accoutumée également cette année, la rencontre sera illustrée en direct par Hélène Bléau en haut du Planétarium. Les illustrations, vous pourrez les voir à la fin de cette conférence en présentiel et vous pourrez aussi les retrouver sur le site internet du Jardin des Sciences après la rencontre. C'est moi, Eléa Eberlé, qui interviendrai en tant que médiatrice scientifique indépendante pour animer ces échanges. Donc je vous propose qu'on applaudisse un grand coup tout ce monde qui permet à ces rencontres d'exister. Et ce soir, la question que nous nous posons est la suivante. Algorithmes et contenus ciblés, y êtes-vous sensible ? Pour mieux comprendre de quoi on parle, il nous fallait au moins 3 intervenantes et intervenants. Donc je vous prie de bien vouloir accueillir à ma gauche Sébastien Balesta, maître de conférence au laboratoire de neurosciences cognitives et adaptatives au Centre de primatologie de Strasbourg. À sa gauche, nous avons Céline Treuillet, docteur en informatique à l'université de Fribourg, en Suisse et non en Allemagne. Et enfin, Thomas Borot, directeur de recherche au CNRS et directeur de l'Institut des maladies neurodégénératives à l'Université de Bordeaux. Alors, pour introduire le sujet, j'ai déjà dû faire une recherche pour me rappeler de quoi on parle ce soir quand on dit algorithme. Le dictionnaire Robert me permet de définir le terme sous cette définition, un ensemble d'opérations ou de règles de calcul qui servent à faire des choses. Ma foi. Ce soir, on s'intéresse à comment les algorithmes nous permettent de recommander des contenus sur Internet, sur les réseaux sociaux. Et première question pour vous, le public. Parmi vous, combien d'entre vous utilisent régulièrement Internet ? Levez la main. Ok, 100% des gens dans la salle. Qui parmi vous utilisent régulièrement les réseaux sociaux ? Ou un réseau social en particulier, ok, une grande majorité quand même. Voilà, c'était le baromètre de la conférence pour aider nos intervenants à se positionner. Donc, est-ce que vous pouvez déjà, en 2 mots, nous expliquer sur quoi vous travaillez dans vos disciplines respectives et en quoi votre travail rejoint ces notions d'algorithme et pourquoi ça vous touche particulièrement ? Je ne sais pas qui veut commencer. Alors tout d'abord, bonjour à tous. Alors moi, je suis docteur en informatique et j'ai fait ma thèse en particulier sur les systèmes de recommandation qui nous intéressent ce soir. Donc c'est pour ça que j'ai été invitée aujourd'hui. Et je vais vous parler un petit peu de comment ils fonctionnent, comment ils sont construits pour vous recommander du contenu en ligne et quels sont les différents impacts que ça peut avoir sur vous, utilisateurs. Merci Céline. Bonjour à tous et à toutes aussi. Moi je travaille sur la prise de décision chez les primates non humains. Alors les algorithmes on les utilise beaucoup pour analyser nos données plutôt, mais en fait on va travailler sur l'étude de comment les primates non humains, donc les singes entre guillemets, vont aller prendre leurs décisions. Et donc c'est en ça en fait que tout comme le singe, quand on lui pose des questions, il va nous répondre. Finalement, vous, quand vous êtes sur les réseaux sociaux et qu'on va vous proposer quelque chose, il peut y avoir des parallèles qui peuvent être faits, quoi. Bonsoir. Et donc moi, en ce qui me concerne, donc mon travail spécifique, c'est aussi de travailler sur les processus de prise de décision. Mais ce qui m'intéresse, c'est comment le cerveau fonctionne, comment le cerveau prend des décisions,
que ce soit le cerveau humain ou le cerveau des autres espèces. Et pour cela, on utilise aussi des algorithmes pour modéliser le fonctionnement du cerveau, d'une part, et d'autre part, on a une approche expérimentale où on va essayer de voir le cerveau en train de prendre des décisions, on va analyser les différents circuits et comment ces processus se mettent en place dans la structure neuronale. Et comme je suis sûre que vous mourrez tous et toutes d'envie d'en savoir plus, on va commencer immédiatement. Si vous avez des questions, gardez-les pour la fin de l'émission, puisque vous pourrez poser toutes les questions que vous le souhaitez à la fin des interventions. Alors, on va commencer avec toi, Célina. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est justement ces algorithmes de recommandation et comment ça fonctionne ? Oui, alors ces systèmes de recommandation, en fait, vous ne le savez peut-être pas, mais puisque vous avez tous levé la main à la question précédente, à savoir est-ce que vous utilisez Internet et ou les réseaux sociaux quotidiennement, vous êtes tous confrontés à ces systèmes dès que vous allez sur Internet ou sur les réseaux sociaux. Donc, il s'appelle système de recommandation. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà entendu. Est-ce que vous pouvez lever la main, savoir si... Ouais, donc il y a quand même moins de gens qui lèvent la main à cette question que la précédente. Et donc, ces systèmes, c'est des systèmes qui vont permettre de filtrer l'information qui est disponible en ligne. On les retrouve sur toutes les plateformes que vous voyez à l'écran, donc à savoir les plateformes de streaming comme Netflix ou Spotify, sur tous les sites de commerce en ligne comme Amazon, par exemple. C'est peut-être pas le meilleur exemple, mais c'est celui qui parle à tout le monde, je pense. Et puis, sur tous les réseaux sociaux aussi, on a ces systèmes de recommandation. Ces systèmes, ils sont apparus à la fin des années 90 et début des années 2000 et ils ont répondu à un besoin, en fait, puisqu'on est à l'ère qu'on appelle l'ère du big data. Je pense vous avez tous déjà entendu ce terme-là. Et ce big data, il est le résultat de l'accès démocratisé à l'information en ligne, aux outils numériques et donc à une production de données qui est exponentielle au fil des années, puisque à chaque fois qu'on va sur Internet, on produit un certain nombre de données. Et si on passe à l'illustration suivante, on peut voir que chaque minute, il y a une quantité de données qui est produite en ligne qui est vraiment astronomique. On a quelques exemples ici. Par exemple, chaque minute, alors ça date de 2023, mais il y avait au total 443 000 $ dépensés sur Amazon en une minute. Donc imaginez à l'année ce que ça représente. Il y a aussi, je crois, 66 000 posts Instagram publiés toutes les minutes. Donc on comprend bien que la quantité de données, elle est vraiment énorme et on a besoin de ces systèmes de recommandation de façon à filtrer l'information et à obtenir, nous, sur notre téléphone ou sur notre ordinateur, l'information qui nous intéresse. Donc les systèmes de recommandation, ils ont été développés pour ça et leur objectif principal, c'est de filtrer l'information de façon personnalisée, puisque ce que vous allez voir sur votre téléphone ou votre ordinateur, ce ne sera pas forcément ce que votre voisin va voir. Pour fonctionner, ces systèmes, ils reposent sur deux principes et deux approches de recommandation. La première, c'est le filtrage par contenu qui va apparaître à la gauche de l'écran. Donc, le principe de ce filtrage par contenu, c'est qu'on a un utilisateur cible, donc ça peut être vous, à qui on veut faire une recommandation. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ce qu'il a consommé dans le passé, son historique de recommandation, de consommation, et on va recommander les items. Donc, ça peut être n'importe quoi, ça peut être des films, des séries, des musiques, des articles à acheter, des livres, ou de l'information, par exemple. Et on va recommander les items qui sont similaires à ce qu'il a consommé dans le passé et qu'on considère donc qu'il a apprécié. Et puis, il y a une autre approche de recommandation qu'on appelle le filtrage collaboratif. Et cette fois-ci, la comparaison, elle n'est pas faite entre les items entre eux, mais entre les utilisateurs entre eux. C'est-à-dire que cette fois, on va regarder les utilisateurs qui vous ressemblent, c'est-à-dire les utilisateurs qui ont consommé des items similaires aux vôtres dans le passé. Et si ces utilisateurs similaires à vous ont consommé des choses que vous n'avez pas consommées, alors on va vous les recommander parce qu'on part du principe que vous êtes similaires, que vous avez des préférences similaires. Cette approche du filtrage collaboratif, elle est très répandue et sur tous les plateformes que j'ai citées tout à l'heure, c'est beaucoup cette approche qui est appliquée en fait. Et voilà, en fait, il y a ces deux approches qui cohabitent en ligne et il y a aussi des approches hybrides qui permettent d'avoir des systèmes un peu plus poussés, un peu plus complexes et qui répondent à des besoins différents.
Du coup, est-ce qu'on peut avoir une idée des avantages et des inconvénients de ces deux systèmes ? Le choix de l'approche, elle va surtout dépendre du type de données qu'on a à disposition, à savoir quelles informations on connaît sur les items qu'on veut recommander. Et ça dépend aussi de la quantité de données qu'on a, parce que pour faire du filtrage collaboratif, on a besoin d'avoir énormément de données pour pouvoir faire des croisements et avoir des utilisateurs qui se ressemblent. Et quelle que soit l'approche appliquée, l'objectif initial des systèmes, c'est d'optimiser une mesure qui est la précision ou l'exactitude des recommandations, c'est-à-dire d'être en mesure de recommander les items qui soient au plus proche des attentes de l'utilisateur. Donc, ce qu'on mesure, parce que quand on développe ce type d'algorithme de recommandation, on mesure leur performance, en fait, et on regarde si ce qui a été recommandé correspond en effet à ce qui a été consommé par la suite par les utilisateurs, en partant du principe que ce qu'on veut, c'est que les utilisateurs consomment. Mais il y a des études qui ont montré que cette mesure de précision, d'exactitude, elle ne suffit pas. Ça peut présenter une certaine lassitude pour les utilisateurs. Si quand vous allez sur les plateformes, vous avez toujours les mêmes items qui apparaissent, vous allez être ennuyé par vos recommandations. Donc il y a une nouvelle dimension qui apparaît, c'est la dimension de diversité. Et j'y reviendrai un petit peu par la suite. Et puis, pour continuer un peu sur ces systèmes de recommandation, je vais aborder des systèmes de recommandation bien particuliers qui sont les systèmes de recommandation de news, donc de l'actualité, de l'information, qui sont ceux sur lesquels j'ai travaillé pendant ma thèse et qui sont un petit peu particuliers puisque ces systèmes, ils doivent répondre à des contraintes liées au domaine de l'information, des médias et des news, puisque les news, au contraire des autres items que j'ai pu citer, comme les livres, les films, les séries, etc., elles ont une durée de vie qui est relativement courte. On considère qu'au bout de quelques heures, une news n'est plus recommandable, elle n'est plus nouvelle. Donc il faut être en mesure de recommander du contenu très rapidement et d'avoir un système qui s'adapte en temps réel à ce qui est produit et ce qui est rendu disponible. Et puis il y a aussi un grand turnover, c'est le terme qu'on utilise dans la communauté, puisqu'il y a plusieurs news qui abordent un même sujet qui sont publiées avec différentes opinions, etc. Et ces systèmes de recommandation de news, ils revêtent aussi un certain rôle démocratique tel qu'il est décrit dans la littérature, puisque en recommandant de l'information, on va pouvoir impacter les opinions des utilisateurs, on va les orienter vers certaines opinions, vers certains courants politiques, par exemple, et potentiellement influencer leur prise de décision. Donc, quand on développe ce genre d'algorithme, et en tant qu'informaticien, on n'est pas légitime à orienter les opinions des utilisateurs. C'est toutes des questions éthiques auxquelles on doit répondre et veiller. Alors, si ces algorithmes sont aussi présents sur tous les espaces qu'on peut trouver sur Internet, aussi bien les réseaux sociaux que les stratégies marketing, etc., c'est bien que ça fonctionne et qu'il y a un enjeu derrière. Du coup, peut-être une question sur comment ça marche et finalement sur quoi ça s'appuie, les algorithmes de recommandation. Quelles sont la dimension psychologique sur laquelle ça se base, tout ça ? Alors, il y a plusieurs possibilités. Effectivement, quand on a commencé à réfléchir à l'interface entre nos différentes expertises, c'est vrai qu'on s'est dit dans un sens que soit il y a un grand méchant programmeur derrière qui va biaiser nos décisions et qui va, grâce aux algorithmes, et qui va nous amener finalement à nous proposer, à nous enfermer dans une boucle où on va regarder toujours les mêmes styles de news, etc. Ou alors, sinon, on est assez grand tout seul pour s'enfermer soi-même à l'intérieur que les algorithmes amplifient un petit peu ce genre de problématiques. Et tout ça, ça vient amener finalement la problématique de notre rapport au réel, d'une certaine manière. Comment est-ce qu'on arrive à s'auto-convaincre que les choses peuvent être... oui, du coup, c'est déjà là. Que du coup, la réalité est-elle vraiment ce qu'on perçoit ? Donc, j'introduis ça au début avec quelque chose finalement dans le domaine du perceptif. Alors bon, on a remarqué avant que c'était peut-être la pire des illusions à montrer sur un écran qui était incurvé comme ça. Donc bon, pour les gens qui écoutent ça en podcast, c'est un peu moins grave. Donc je vais la décrire brièvement. Donc là ici, on a un panel un damier avec des lignes qui normalement devraient apparaître non parallèles. Je ne sais pas si partie d'en vous, bon, ça paraît pas très très parallèle, voilà. Bon, si jamais vous regardez sur un papier, ça marche beaucoup mieux. Donc là en fait, en regardant ça,
là, ici, les lignes ne paraissent pas parallèles, alors que géométriquement, si vous prenez une règle, etc., elles le sont. Donc ça permet d'aborder déjà l'idée que notre perception, donc c'est une illusion d'optique, c'est probablement pas la première que vous voyez, ça permet d'amener l'idée justement que notre perception du réel peut être modifiée d'un point de vue sensoriel. Et donc là, ça nous amène assez naturellement à l'idée de se dire, bon, si c'est vrai pour les sens, est-ce que ça peut être vrai aussi pour nos décisions et de la cognition, le fait de traiter l'information dans le monde. Et donc c'est un sujet qui a été étudié en psychologie depuis un moment. Donc là, on a c'est un visuel issu de Wikipédia. Si vous tapez biais de cognition, vous avez ici une grande diversité de biais de cognition qui existent. Et donc, on voit déjà que même un algorithme qui ne va pas forcément être cherché à nous... ça suggère qu'un algorithme qui ne va pas forcément chercher à nous piéger, en fait, on peut avoir des biais de cognition qui vont tout seuls, par exemple, nous emmener vers une voie, comme le biais de confirmation, où on va aller cliquer sur des choses qui nous plaisent, finalement, et qui vont aller confirmer déjà les opinions qu'on peut déjà avoir. Finalement, ça, c'est pas vraiment nouveau. On n'a pas attendu les algorithmes, dans le sens, les gens au kiosque à journaux, ils allaient acheter les journaux qui leur plaisaient. Mais sauf que là, on a l'impression qu'avec les réseaux sociaux, on peut avoir une forme d'amplification de ce phénomène, quoi. Donc, pour illustrer cette notion de biais de cognition, je vais vous présenter une expérience qui est assez connue en économie, qui va arriver juste là. Donc c'est l'idée en fait de se dire, bon, là on a la vision que finalement l'être humain est capable de prendre ses propres choix en âme et conscience et rationnel, comme on peut l'entendre des fois. Donc la rationalité, c'est un débat en soi, de savoir qu'est-ce que la rationalité. On peut la définir d'une certaine manière en se disant, les économistes peuvent la définir en disant, si finalement c'est qu'on est rationnel quand on va aller prendre la décision qui nous rapporte le plus d'argent, quoi. Il y a d'autres définitions de la rationalité. En biologie, ça peut être le fait de prendre la décision qui augmente votre capacité à se reproduire et à perdurer dans le temps. Pour les philosophes, c'est d'être finalement cohérent avec soi-même. Donc là, ici, on a deux loteries, deux jeux, quoi. Donc on a alors attendez, la droite et la gauche, c'est pas très facile pour moi. Donc ici, là voilà la loterie A et B. Là vous commencez avec 1 euro en poche et le jeu, voilà, vous faites tourner 7 euros. Si vous tombez sur pile, vous gagnez un 2e euro. Si vous tombez sur face, vous restez avec votre euro. Là on a un deuxième jeu où vous commencez avec 2 euros et vous prenez un de ces 2 euros, vous faites pile ou face. Sur pile, vous gardez vos 2 euros et sur face, vous me donnez 1 euro. Si on joue à ce jeu des dizaines de fois, on va finalement, à la fin, on va avoir exactement le même nombre d'euros en poche. Mais si jamais je vous demande quel jeu vous préférez jouer, la majorité des gens vont répondre qu'ils préfèrent au jeu où on joue pour gagner 1 euro plutôt qu'on joue pour perdre 1 euro. Donc ça, c'est un exemple de biais de cognition qui va bien montrer qui a mis un peu un coup de canif dans cette notion de rationalité. Et qui va aller justement illustrer le fait que on a la même situation d'un point de vue de gain monétaire, mais en fonction de comment on présente le problème, le jeu, on va aller avoir une préférence que du coup certains peuvent dire d'irrationnelle. Donc c'est un fait établi qu'on a ces biais de cognition-là, et du coup les algorithmes qui vont vous présenter des choix, typiquement sur Amazon, là où on doit dépenser de l'argent, c'est plus pertinent. On peut vous présenter les choses soit en vous disant, vous avez, par exemple, si jamais on n'était pas là ici au 50-50, mais au 80-20%, on peut vous présenter, vous avez des chances de gagner ou de perdre. Si jamais je vous parle des 80% de chances de gagner ou des 20% de perte, on va avoir une perception différente de la réalité alors que c'est la même réalité. Donc la manière en fait dont on nous présente les choses dans ces algorithmes, sur Internet et quand on va utiliser les réseaux sociaux, ça peut déjà influencer nos choix parce qu'on est câblé comme ça d'une certaine manière. Donc avec Thomas Borot, parce qu'on ne va pas vous le cacher, on travaille ensemble, on s'est intéressé finalement à des problématiques en se posant des questions. Donc ça, c'est des choses qui sont assez établies chez les êtres humains. Et on s'est posé les questions finalement de ces biais de cognition, est-ce qu'ils sont aussi présents chez d'autres espèces que les êtres humains? Il y a déjà la première question de qu'est-ce qui peuvent varier en termes de culture. Est-ce que c'est vraiment culturel ou inné? Donc culturel, il suffit d'aller, c'est pas si facile que ça, mais il faut aller voir dans d'autres cultures et voir si jamais on est plus ou moins sensible à ce biais de cognition ici qui s'appelle, je l'ai pas dit, la version à la perte.
Et après, on peut se poser la question de finalement pourquoi on a ces biais de cognition. Pourquoi ils ont été sélectionnés dans l'évolution des espèces. Donc là, on a l'arbre phylogénétique des primates, qui sont nos plus proches cousins dans l'évolution. Et on peut se demander à quoi ça sert finalement tous ces biais de cognition-là. Donc là, je vais donner l'exemple de la version à la perte, mais il peut y en avoir bien d'autres. Et donc c'est une nouvelle manière d'aborder cette problématique des biais de cognition, c'est de se demander quelle est la valeur adaptative de tout ça. Et finalement, là, l'idée, c'est d'aller poser ce genre de type de questions pour essayer de révéler ou pas des biais de cognition chez différentes espèces de singes et d'essayer d'aller comprendre la nature, l'origine évolutive des biais de cognition, quoi. Donc on peut le voir d'un point de vue psychologique, mais aussi d'un point de vue neuroscientifique du fonctionnement du cerveau. Et je pense que je vais laisser parler Thomas sur ce sujet, qui est plus expert que moi dans la matière. Merci. Donc effectivement, moi, à partir de ce travail-là, la question qu'on se pose, c'est quels sont les réseaux impliqués, et une fois qu'on a compris quels étaient les réseaux impliqués, éventuellement, et là c'est vraiment un travail en cours, comment ces biais se mettent en place dans les circuits de décision. Et pour comprendre comment ces biais se mettent en place, il faut d'abord comprendre comment ils sont organisés. Alors c'est bizarre, ça ce sera un fond noir, on voit moins bien. Mais donc là, vous avez une espèce de représentation patatoïde des aires du cerveau qui sont impliquées dans les processus de décision. Et ce que vous pouvez retirer de cette figure, c'est que c'est un processus distribué. Vous n'allez pas il ne va pas y avoir une zone de la décision rationnelle bien identifiée. C'est un grand réseau distribué qui va prendre ses décisions. Et il intéresse les parties frontales du cortex. Le cortex, c'est la partie qui est à la surface de votre cerveau. Donc les parties frontales, c'est celles qui sont devant, derrière votre front et au-dessus des yeux. Et puis des structures sous-corticales, donc qui sont profondes à l'intérieur du cerveau, qu'on appelle les noyaux gris centraux. Gris parce que c'est de la substance grise, c'est des corps neuronaux, et centraux parce qu'ils sont au centre du cerveau. Et donc on va identifier le thalamus, on a peut-être entendu parler, et puis d'autres structures dont les noms importent peu pour les profanes. Il y a le striatum, le globus pallidus, le noyau thalamique. Et tout ça est coordonné par la substance noire qui va apporter des neuromodulateurs et qui va permettre de moduler effectivement ces processus de prise de décision. Et ce qui est intéressant, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est qu'on peut passer à la diapositive suivante. Cette architecture, on la partage avec tous les vertébrés. Donc elle est présente déjà. C'est plus pratique pour moi, merci. Elle est présente déjà chez les lamproies, qui sont les premiers vertébrés qui sont apparus. Donc, ils sont des espèces de poissons sans mâchoire, c'est des poissons assez archaïques. Et puis ensuite, dans tout l'arbre phylogénétique, on va retrouver cette organisation avec, là aussi, au cours de l'évolution, une augmentation du volume de ces structures. Et cette augmentation du volume, elle est corrélée à une diversification des processus, des comportements qui peuvent être pris. Une lamproie peut prendre des décisions, mais ce sont des décisions qui sont très rudimentaires. Un être humain peut prendre et prend constamment des dizaines et des dizaines de décisions tous les jours. Et une partie derrière une grande partie de ces décisions sont inconscientes. La part de décisions conscientes que vous prenez dans la journée est assez faible en fait, si vous y réfléchissez bien. Mais donc c'est avec ce même réseau en fait, avec la même architecture, mais c'est juste un développement des structures, notamment des structures corticales qui va plus importante, et on va la retrouver chez l'ensemble des vertébrés. Et ce qui est intéressant aussi, la deuxième notion qu'il faut que vous conserviez, c'est qu'elle va se faire en parallèle dans les différents taxa, dans les différentes branches de l'évolution. Et par exemple, on va retrouver des capacités cognitives très importantes chez certaines espèces d'oiseaux qui vont avoir l'équivalent du cortex très développé, comme les corvidés, qui sont capables de résoudre des tâches cognitives que des enfants de 3 ans ne sont pas capables de résoudre. Et donc, il ne faut pas voir ce processus comme un processus linéaire, mais c'est des processus parallèles. Il y a une évolution en parallèle qui va se faire dans ces différentes branches. Et ensuite, si on veut simplifier avec le schéma suivant, en gros, ce qu'il faut retenir de
de l'organisation, c'est celui qui est de l'autre côté, pardon, excusez-moi. Ce qu'il faut retenir de l'organisation, c'est que l'ensemble du réseau va dialoguer en permanence pour générer des comportements, et dans ces comportements, on aime bien identifier, dans ces processus, dans un continuum de décisions, des décisions qui sont prises de façon très délibérée, où chaque option est pesée, et ce qu'on appelle les décisions orientées vers un but, et puis des décisions qui sont complètement automatisées. Et pendant très longtemps, on a proposé, vous allez retrouver ça dans toute la littérature, que les automatismes étaient quelque chose qui était géré par les parties profondes du cerveau, les parties considérées comme les plus archaïques. Alors en fait, on se rend compte que le développement du cerveau est parallèle. Les structures sous-corticales et les structures corticales vont évoluer en parallèle, même si l'augmentation de la surface du cortex est ce qu'il y a de plus visible. Mais en fait, toutes les structures vont évoluer au cours de l'évolution chez les vertébrés. Mais ce que nos travaux ont montré depuis une dizaine d'années, puis y compris les travaux qu'on fait en collaboration actuellement avec Sébastien, c'est qu'en fait, il faut un peu renverser la vision des choses. Et ça a été notamment aussi beaucoup montré. Les oiseaux chanteurs ont été un modèle qui ont été beaucoup utilisés en dehors des primates ou des rongeurs pour essayer de comprendre ces processus. Et ce qui est montré, c'est que pour être capable d'acquérir de nouveaux automatismes, c'est votre cortex qui est capable de faire ça, en fait. Et il le fait sous le contrôle des structures sous-corticales. Donc pour prendre des décisions, une lamproie, elle est capable de prendre une décision, certes limitée, mais qui sera délibérative à son échelle de lamproie. Par contre, elle n'est pas capable de créer des nouveaux automatismes. Un être humain, un enfant, un oiseau chanteur ou un corvidé est capable d'apprendre de nouveaux automatismes, de développer des nouvelles compétences. Donc ce qu'apporte le cortex, c'est pas une capacité plus poussée dans les décisions délibératives, mais c'est dans l'apprentissage de ces automatismes, c'est la création de ces nouveaux automatismes appris. Et c'est là qu'on va retrouver les algorithmes, parce que finalement, ce que visent les algorithmes, c'est cette création de nouveaux automatismes, de vous rendre dépendant du système pour que vous alliez produire plus de clics et aller visiter plus de pages web ou effectuer plus d'achats si vous êtes sur des sites d'achat. Donc si je résume, les algorithmes de recommandation, ils exploitent une façon de fonctionner de notre cerveau qui est par essence biaisée, enfin qui nous conduit à prendre des décisions qui ne sont pas forcément les plus optimales parce qu'il y a ce défaut de fonctionnement. Donc on exploite une faille de raisonnement pour un profit qui dépend du coup de la personne qui crée l'algorithme, c'est ça ? Ça pose immédiatement un problème éthique gros comme une maison. Alors, qu'est-ce que ça comporte comme risque, justement, ces algorithmes de recommandation, quand on sait qu'on a autant de biais cognitifs ? Alors, effectivement, ces systèmes, en fonction de la personne qui les développe, alors quand je dis la personne, c'est rarement une seule personne, au sein des grands groupes qu'on a vus tout à l'heure, que j'ai cités, c'est des équipes entières qui travaillent sur le développement de tels algorithmes. Et si je fais le lien avec ce que je disais tout à l'heure, c'est que ces algorithmes, ils sont nécessaires, mais effectivement, ils présentent un certain aspect, un peu un dark side, puisque... Côté obscur pour ceux qui ne sont pas bilingues. Oui, et ils ont une certaine dualité, en fait, parce qu'on en a besoin, mais ils sont capables de nous manipuler. Sans qu'on s'en rende compte, on n'en a pas forcément conscience, et c'est là qu'il y a énormément d'aspects éthiques qui se posent. Alors, moi, j'ai développé des systèmes de recommandation sans avoir pour objectif de générer de l'argent et de faire du profit. Donc, je n'ai pas développé des systèmes de recommandation pour vous orienter ou pour vous faire acheter des choses, mais j'ai plutôt essayé de répondre à ces aspects négatifs, puisque un des aspects négatifs les plus discutés sur les systèmes de recommandation, et en particulier les systèmes de recommandation de news, donc d'actualité, d'accès à l'information, et notamment l'information politique, c'est la formation de ce qu'on appelle des bulles de filtre. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme dans les médias, c'est quelque chose qu'on entend quand même assez régulièrement. C'est un terme qui est apparu dans les années 2010 et qui décrit en fait l'enfermement au sein de bulles des utilisateurs sous l'effet des systèmes de recommandation, des systèmes de filtrage. Et si vous connaissez ce terme, vous avez peut-être aussi déjà entendu le terme de chambre d'écho.
Et c'est deux termes qui sont souvent discutés ensemble, mais en fait, ça fait référence à des processus assez différents, puisque dans le cas des bulles de filtre, les utilisateurs, donc vous, sont enfermés sous l'effet d'un enfermement implicite. Vous n'avez pas conscience qu'il y a des systèmes de recommandation qui font des calculs à partir de vos données et qui filtrent l'information qui vous est donnée sur vos téléphones, vos ordinateurs ou autres. Et puis, on a aussi les chambres d'écho où là, l'enfermement est explicite. C'est l'utilisateur qui fait le choix de ne s'informer qu'avec certaines sources, de partager de l'information avec certaines personnes uniquement, etc. Ces deux aspects, ils ne sont pas complètement décorrélés. Il y a un certain recouvrement entre les deux. Mais ce sur quoi on peut essayer d'avoir une action en tant que chercheur et développeur de systèmes de recommandation, c'est vraiment sur les bulles de filtre, en adaptant les systèmes et pour répondre à ce phénomène d'enfermement. Et pour aller un petit peu plus loin, cet enfermement, il participe au phénomène de polarisation politique, qui est un phénomène qui est très, très complexe et qui est abordé dans la littérature par des chercheurs issus de disciplines variées, en informatique, mais aussi en neurosciences ou en psychologie, en philosophie, en sciences politiques, évidemment, sciences sociales, etc. Donc, on n'a pas tous la même définition de la polarisation et il n'y a pas de consensus quant à cette polarisation, aux effets positifs ou négatifs, etc. Mais dans ce que je vais vous présenter tout de suite, la polarisation, elle correspond en fait à la fragmentation de la société en différents groupes au sein desquels il y a une forte cohésion, le partage de mêmes opinions, mais par contre entre lesquels il n'y a plus de partage et de communication. Et donc les groupes rejettent les groupes qui ne partagent pas les mêmes opinions. Et vous avez notamment dû entendre parler de la polarisation sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter et notamment sur X maintenant, puisque c'est un phénomène qui s'est vraiment exacerbé et ça a pris de l'ampleur ces dernières années. Et pour répondre à ce phénomène de polarisation, ce qui paraît intuitif comme solution, c'est d'apporter de la diversité dans les recommandations, de façon à confronter les utilisateurs à un contenu qui est un peu différent de ce qu'ils ont l'habitude de voir et pour qu'ils prennent conscience que ce qu'ils voient n'est pas forcément ce que tout le monde voit et ce à quoi tout le monde a accès. Donc il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur ce sujet depuis de nombreuses années. En fait, ce n'est pas un sujet nouveau. Avec des apports en diversité dans les recommandations. Des fois, on fixe un seuil en fait, de diversité que le système de recommandation doit respecter. Et puis, on s'attend à ce que ça ait un effet positif sur tous les utilisateurs, que ça réponde au phénomène de polarisation. Mais ce n'est pas du tout aussi simple que ça, et heureusement d'un certain côté, puisqu'il y a certains utilisateurs en fait, qui vont complètement rejeter la diversité. Ils vont au contraire renforcer leur position initiale parce qu'ils n'ont pas envie d'être confrontés à du contenu qui va à l'encontre de ce qu'ils ont envie de regarder. Il y a certains utilisateurs pour lesquels ça n'aura aucun effet. Ils ne vont pas du tout modifier leur comportement et leur consommation en fonction de la diversité qui est apportée dans leurs recommandations. Et puis, il y a certains utilisateurs pour qui ça a un effet positif. Et en fait, ces trois grands groupes d'utilisateurs, ils sont à peu près répartis de façon équitable. Donc, voilà, ça n'a pas un effet universel sur tous les utilisateurs. Et il y a encore de nombreuses études qui sont faites sur cet apport en diversité. Est-ce qu'on doit apporter de la diversité sur les sources d'informations, sur les sujets, sur les orientations politiques? Voilà, c'est vraiment un sujet très varié. Et moi, je vais vous parler en particulier d'une approche qui vise à la fois à avoir de la diversité, mais aussi de l'équité, puisque on ne peut pas apporter de la diversité sans tenir compte des préférences initiales de l'utilisateur. Alors l'équité, de la même façon que la polarisation, c'est un terme qui revêt de nombreuses définitions. Mais dans le cadre de mon travail, on parle d'équité, de recommandations équitables, dès lors que les recommandations sont en lien et sont recommandées en proportion similaire à ce que l'utilisateur a précédemment regardé. Donc on cherche à faire des recommandations qui soient à la fois précises, qui répondent à vos besoins, mais aussi diverses, mais aussi équitables. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte En fait, c'est un triple objectif qui est assez difficile à tenir compte quand on développe ce genre de système, mais c'est possible et
Et il y a des études qui sont faites pour voir quel est l'impact. Est-ce que vous avez conscience de ces changements dans les recommandations? Est-ce que vous en tenez compte? Et est-ce que ça vous convient ou pas? Parce que quand on développe ce genre d'approche, on doit aussi évaluer l'impact sur les utilisateurs et être sûr que c'est ce que les utilisateurs attendent, puisqu'on est dans une démarche de développement centré utilisateur, d'IA centré humain. Donc, à l'inverse des grands groupes comme Amazon ou Netflix, notre but, c'est pas forcément de générer du chiffre ou de faire que vous cliquiez le plus possible, mais plutôt de rétablir une prise de décision qui soit éclairée et qu'il y ait plus que tout le monde ait conscience qu'il y a un filtrage de l'information qui est opéré par des systèmes de recommandation, et ces systèmes sont nécessaires, mais bien que vous ayez une conscience de ce que vous avez à disposition et qu'il y a tout un tas d'autres informations qui existent pour répondre en partie à ce phénomène de polarisation. Alors avant qu'on continue, je peux peut-être juste remettre un peu de contexte sur pourquoi est-ce qu'on a entendu parler de Twitter, de X, etc. Pour ceux qui ne connaissent pas. Donc Twitter, c'est un réseau social qui est basé sur le partage d'informations très courtes. Avant, c'était en 140 caractères écrits. C'est passé à 280. Bref, en tout cas, c'était des petits messages qu'on appelait les tweets. Et donc, ce réseau social était très utilisé à travers le monde et un peu moins en France, mais surtout dans le monde anglo-saxon. Et il a été racheté par Elon Musk. Et à partir de ce moment-là, c'est devenu X, le réseau social X. Voilà, si vous ne suivez pas l'actualité people des réseaux sociaux sur Internet. Oui. Très bien. Donc, est-ce que sur la base de ces travaux-là, il y a déjà des informations qu'on a sur comment les gens s'adaptent un peu aux algorithmes de recommandation nouveaux? Alors, le système, il a été développé et évalué en offline, donc hors ligne, c'est-à-dire qu'on a évalué le système sur des données existantes. Donc, ça ne nous permet pas d'avoir le retour d'utilisateurs réels. Mais ça permet de faire des expérimentations de façon assez rapide avec une large quantité de données. Et là, il y a l'étude qui est en train de se mettre en place pour justement faire utiliser le système sur une durée plus étendue à des utilisateurs. On va collecter du coup toutes les données qui en résultent et faire les analyses sur l'impact de l'utilisation de l'algorithme sur les consommations. Alors, il y a des gens qui travaillent sur comment est-ce qu'on peut être exposé à plus de diversité de contenu. Il y a des gens qui travaillent à comprendre sur quels sont nos biais de sélection, nos biais cognitifs qui nous poussent à choisir tel et tel contenu. Alors, en sachant tout ça et en sachant que tous les contenus auxquels on est soumis ne sont pas neutres et que nous-mêmes, on a tendance à prendre des décisions qui ne sont pas neutres, est-ce qu'en le sachant, ça change quelque chose à nos comportements et est-ce qu'on pourrait aller à l'encontre de ces mécanismes-là ? Alors effectivement, c'est quelque chose que les psychologues ont essayé de faire, hein, si jamais on dit en étant conscient, donc là peut-être vous en sortant de la salle, vous aurez, on espère, appris un petit peu quelque chose sur le sujet. La prochaine fois qu'on vous propose du coup du contenu, en étant conscient de à la fois les biais dans l'algorithme et les biais de sélection, hein, parce que comme disait Célina, il y a des personnes qui, même quand on essaye de les débiaiser, du coup ils refusent en fait, hein, donc finalement la réponse à la question elle est là aussi. Il y a une diversité, il y a des personnes qui refusent d'aller voir un point de vue finalement différent et qui ne vont pas aller cliquer là-dedans, des personnes qui sont plus curieuses de cette diversité d'opinions. Donc le phénomène général d'essayer d'aller contrer ces biais de cognition, donc en bon français on dit c'est le debiasing, le débiaisement, quoi, je sais pas si ça se dit. En fait ça a des résultats assez mitigés, hein, parce que finalement ça marche dans certaines situations, pas dans d'autres. En tout cas, le fait d'être conscient de ses propres limites dans la prise de décision, c'est déjà une première étape, hein, mais qu'on a l'air de dire que c'est pas suffisant en fait, qu'il y a des situations dans lesquelles même si on le sait, tout comme l'illusion là qui marchait pas très bien, mais qu'on imagine si elle marchait, les illusions, on peut pas vraiment se convaincre d'arrêter de l'avoir. Les biais de décision, il y a un peu un côté comme ça aussi, où malgré le fait qu'on soit conscient de ces biais de décision, on va pas réussir à les éliminer totalement, quoi.
Par contre, ce qu'on peut aussi voir, c'est des personnes en face de nous ou des algorithmes qui, eux, sont conscients de ces biais de décision et qui essayent de les manipuler. Et donc là, c'est vrai qu'on a un degré de liberté différent parce que, avec les fameuses techniques du pied dans la porte, etc., qu'on a déjà vu avec des commerciaux ou des personnes qui veulent vous vendre des choses, ou les démarchages téléphoniques, n'en parlons pas. Vous voyez des situations où les personnes essayent de vous forcer la main, finalement, quoi, et les gens qui essayent d'exploiter ces biais de décision-là, ça peut être aussi un signal de se dire, bon, bah voilà, la personne en face a une motivation où elle essaye d'exploiter mes biais de décision, et donc on peut identifier des situations où on essaye de nous exploiter d'une certaine manière, quoi. Ça peut être une manière finalement de se débiaiser, c'est d'éviter de se mettre dans des situations où on va se faire manipuler, quoi. C'est une possibilité, quoi. Alors, moi, je voulais peut-être me faire un peu l'avocat du diable, puis ça permettra d'ouvrir le débat. D'une part, ces biais, s'ils existent, c'est qu'au départ, ils devaient avoir un avantage évolutif, parce qu'ils ont été sélectionnés par l'évolution. Donc il faut juste oublier ou perdre cette illusion que le cerveau a été développé pour être un outil rationnel. Finalement, le rationalité, c'est une invention aussi, et relativement récente d'ailleurs, de notre société occidentale. Donc la question de savoir, d'une part, si donc si ces biais existent, c'est qu'à un moment, ils ont présenté un avantage. Et donc peut-être pour pousser un peu peut-être et provoquer des questions, finalement, est-ce que c'est moralement inacceptable que ces algorithmes existent? Parce que finalement, utiliser des algorithmes pour une certaine finalité, nous décidons dans notre environnement avec l'environnement moral avec lequel on a été élevé que c'est dommageable, mais finalement, est-ce que ça l'est réellement? C'est une question qu'on peut se poser. Et pour aussi aller peut-être un peu plus loin dans cette réflexion, il y a un certain nombre il y a eu une école de psychologie qui a proposé le paternalisme bienveillant, qui est d'utiliser ces biais et d'utiliser cette manipulation pour promouvoir des comportements prosociaux. Alors, je ne vais pas rentrer dans les exemples, si on me demande, ça pourra faire l'objet de questions. Mais donc, du coup, finalement, la finalité de cette manipulation, elle est possible, elle existe, et c'est simplement la finalité de cette manipulation qu'il faut, d'une certaine façon aussi, questionner. Alors, je profite toujours tout de suite pour rebondir justement sur cette histoire d'avantage évolutif. Je ne sais pas si vous avez des billes ou des éléments. Est-ce qu'il y a des hypothèses de biologistes justement sur quels avantages un biais cognitif peut présenter au cours de l'évolution pour différentes espèces? Et on l'a mentionné rapidement dans ton intervention, mais tu disais que les biais cognitifs, ils étaient peut-être ailleurs dans l'arbre de l'évolution. Est-ce qu'on l'observe chez des animaux, du coup, le biais cognitif? Alors, on en observe plusieurs, on ne va pas tous les lister, mais typiquement l'illusion monétaire dont a parlé Sébastien, c'est là-dessus qu'on travaille en fait tous les deux. Et c'est basé sur, ça a été théorisé par Kahneman et Tversky, c'est appelé la théorie des perspectives, et on se rend compte que on retrouve la théorie des perspectives. En fait, c'est basé sur le fait qu'il y a en gros, si on essaye de théoriser ça. On a une aversion pour le risque vis-à-vis des gains et une aversion pour les pertes aussi. Donc on essaye de diminuer au maximum les pertes et puis de prendre le minimum de risques possible quand on est confronté à des gains. Et ça, on le retrouve chez les colonies de singes. On l'avait mis en évidence, nous, sur des petites quantités d'animaux, mais avec Sébastien, on l'a montré sur différentes colonies, puis on a montré que c'était lié à des paramètres sociaux. Il pourra peut-être revenir là-dessus par la suite. Mais donc oui, on va les retrouver chez d'autres espèces. Après, exactement... tester, en tous les cas, on peut avoir que des hypothèses pour comment ils se sont mis en place, parce que ça va être très compliqué à tester. Si des populations n'ont pas ces biais, qu'est-ce qui va se passer dans leur... Donc on a un certain nombre d'hypothèses, mais en fait, par contre, on sait qu'ils existent et on peut montrer qu'ils peuvent avoir un certain nombre d'influences sur l'organisation de la société. Là, je te passe directement le micro, comme ça. Oui, je pense que la réponse à où est-ce qu'on retrouve ces biais-là dans l'arbre du vivant, alors déjà, il y a des personnes qui les ont retrouvés même chez les plantes, quoi. Ils ont retrouvé le fait parce que la plante, elle peut aussi prendre une décision d'aller
poussées d'une certaine manière, etc. Et donc on a vu que les plantes dosaient cette notion de risque aussi. Donc c'est pas juste les animaux, quoi. C'est vraiment pour répondre finalement aux contraintes de l'environnement. L'environnement, il n'est pas structuré de manière aléatoire. Et donc l'évolution a fait en sorte de sélectionner des systèmes qui vont être optimaux en termes de survie, hein. Et donc de gérer les risques inhérents à la vie, au fait d'aller chercher de la nourriture, etc. Donc ce qui est intéressant dans ces sujets, et clairement, en fait, là, on est vraiment dans une recherche en cours, parce que la question que vous posiez de à quoi ils servent, c'est à ça qu'on essaie de répondre. Et là, pour l'instant, on n'a pas encore toute la question, parce que pour ça, on a besoin d'aller tester la présence ou l'absence de ces biais de cognition chez différentes espèces, quoi. Et après, des espèces, par exemple, qui ont une pression de prédation qui va être plus forte que d'autres. Et on va dire, est-ce que du coup, c'est pour répondre au fait de ne pas prendre de risques pour des prédateurs? Est-ce que c'est des espèces qui vont vivre dans des milieux sociaux qui sont plus ou moins hiérarchisés, un peu des milieux militaires, où si jamais on fait une erreur, ça a des grosses conséquences? Et donc finalement, ça nous a ramené aussi à la question de c'est quoi une perte pour les animaux, quoi. Là, quand on étudie des pertes économiques, pour nous, voilà, on sait ce que c'est, hein, on a déjà perdu de l'argent, ou même un objet, mais bon, les animaux, généralement, ils n'ont pas de poche, ils n'ont pas de compte en banque. C'est quoi une perte, en fait, pour eux, quoi. Et donc, voilà, c'est des questions en cours, on a des hypothèses, on est en train d'essayer d'aller tester ça chez différentes espèces. Et donc, je ne sais pas, si vous nous réinvitez dans quelques années, on pourra peut-être vous dire. Mais là, pour l'instant, du coup, c'est des travaux qui sont en cours, quoi. Ok, on ne sait pas trop pourquoi on a des biais cognitifs et quel avantage ça présente. En tout cas, on sait que les algorithmes de recommandation en tirent parti. Je suis sûre que là, à ce stade, vous avez beaucoup de questions pour les intervenants. Donc, je vous propose de réfléchir à votre question et de lever la main si vous en avez une. Il y a un micro qui va apparaître. Et en attendant, nous pouvons faire un tour sur les illustrations d'Hélène pour voir ce qu'elle a pu réaliser pendant la conférence. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On voit qu'Hélène est toujours en train de travailler sur ces illustrations. Elle a représenté des jolis portraits de nos intervenants et intervenantes ce soir, avec une petite synthèse que vous pourrez retrouver sur le site du Jardin des Sciences pour voir ce qu'elle a retenu de ce soir. On a une question ici à droite, la première. Bonjour. Ma question, c'était justement, on parlait des différentes compagnies qui utilisent les algorithmes pour nous vendre des produits. Ces compagnies sont quasiment toutes, enfin je pense même toutes, mais je dis quasiment toutes au cas où, gérées par des personnes milliardaires très riches, très influentes et souvent non neutres politiquement, qui prennent parti pour parfois des personnes qui sont nuisibles à l'humanité, comme par exemple en ce moment aux États-Unis. Voilà. En fait, ma question, c'est comment nous, on peut se dire que l'expérience utilisateur va être personnalisée si certains contenus vont être invisibilisés par des réseaux sociaux gérés par des personnes qui ont eux-mêmes des points de vue politiques et qui vont aussi peut-être nous orienter vers ou invisibiliser certains contenus. Voilà. Merci pour la question. Je pense que c'est la question que j'ai à chaque fois que je fais une présentation comme celle-là. En fait, on sait que les systèmes qu'on essaye de développer et ce qu'on fait comme recherche sur le besoin de réduire ce phénomène d'enfermement des bulles de filtre Alors, on ne veut pas éradiquer complètement la polarisation, hein, parce qu'il y a En fait, c'est quand même utile d'avoir de la polarisation dans la société. Ça permet de conserver un débat et de conserver une attirance et une motivation, un engagement politique de la part des gens dans la société. Donc on a besoin de conserver cette polarisation. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est surtout à rendre possible une prise de décision éclairée. Et face à ces grands noms que vous n'avez pas cités, mais qu'on a tous reconnus, je pense, effectivement, c'est difficile de faire face à eux et ils ne savent pas qu'on existe, hein, mais voilà. Nous, on ne développe pas des systèmes avec l'espoir qu'ils soient mis en place sur cette plateforme-là. On sait qu'ils n'ont pas le même objectif que nous.
Mais on continue quand même de faire de la recherche et à développer des nouveaux systèmes, parce qu'on montre aussi que d'autres systèmes qui sont différents et qui répondent à d'autres besoins d'équité, d'éthique, de diversité, répondent aussi aux envies et aux besoins des utilisateurs. Donc il faut conserver ce genre d'études, je pense, pour montrer que ce qui existe n'est pas forcément gravé dans le marbre. Mais effectivement, avant que ce soit mis en place sur les systèmes qu'on utilise ou non régulièrement, il y a encore un grand chemin à faire. Mais j'espère que petit à petit, on arrive à montrer quand même qu'il y a des efforts à faire en ce sens. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Oui, j'ai plusieurs questions, mais je crois qu'on a toujours été soi-même dans des bulles. On s'est mis dans des bulles. Vous vous abonniez à un journal, il était de gauche ou il était de droite, vous étiez dans votre bulle. Mais ça, c'était du temps où le temps était long. Maintenant, avec Internet, en fait, on a l'impression que les bulles elles tombent au niveau de la seconde, alors qu'avant, les bulles, c'était sur une période de la vie. Et ça me pose problème, quoi. Hein, c'est de se rendre compte que tout s'accélère tellement qu'à un moment, on ne maîtrise plus. Et ma deuxième question, c'est l'âge. Est-ce que l'accès à Internet de nos jeunes adolescents ne les rend pas beaucoup plus vulnérables parce qu'ils n'ont pas encore assimilé un petit bout de la perception des biais auxquels ils peuvent être soumis? En ce qui concerne la première partie de la question sur le temps, cet aspect temporel qui est différent entre ce qu'il y avait avant l'émergence des réseaux sociaux et maintenant, effectivement, l'enfermement des utilisateurs. Alors avant, on n'appelait peut-être pas ça bulle de filtre, mais ça existait déjà. Et aujourd'hui, ça existe sous l'effet des réseaux sociaux, mais aussi sous des effets sociétaux. En fait, naturellement, on a tendance à se rapprocher, par exemple, des gens qui partagent les mêmes opinions que nous, et on est soumis aux biais qui ont été décrits par Sébastien. Et effectivement, les réseaux sociaux et tout ce qui est accessible en ligne, ça a participé à renforcer ces phénomènes. Et effectivement, avec cette big data, cet accès permanent à l'actualité, ça ne contribue que à le renforcer. Et c'est en fait un cercle vicieux qui s'est déjà mis en place et qui continue d'avancer. Et sur la deuxième partie de la question, sur l'accès à l'information des plus jeunes, ce qu'on observe aussi, c'est que les canaux d'information ne sont plus les mêmes pour cette population-là. Sur les populations un peu plus âgées, les canaux qui sont utilisés, ça reste encore la télévision et la radio, par exemple, où l'enfermement est moins visible. Mais les plus jeunes, ils ont tendance à utiliser à la fois les réseaux sociaux, mais en plus des réseaux sociaux qui évoluent. Je pense notamment à TikTok, où il y a aussi de l'information qui circule sur ce réseau social. Et en plus, c'est des vidéos très courtes avec les personnes qui font les vidéos se débrouillent de façon à ce qu'il y ait très peu d'informations, mais que ce soit très percutant. Et donc, il y a encore une autre dimension avec les influenceurs. Alors, c'est un terme un peu qui regroupe plein de choses, mais il y a en plus une sorte de manipulation de ce côté-là. Donc, c'est aussi des choses qui sont étudiées et auxquelles il faut veiller. Juste en complément de ce qu'on vient de dire, c'est vrai que je suis d'accord avec vous que ça existait avant, les algorithmes, ça n'a pas inventé cette polarisation, mais le terme qu'on avait entre nous, c'était vraiment ça amplifie le phénomène. Et par rapport à on va dire avant, c'était quand vous achetez un journal de gauche ou de droite, pour ne pas en citer, c'était transparent, quoi. Et puis, il y avait une ligne éditoriale. Les gens essayaient d'avoir des fois de la diversité, mais il y avait une forme de transparence. Là, ça peut être insidieux un petit peu parce que en fait, vous créez cette polarisation, pourtant sur une plateforme qui n'est pas estampillée de gauche ou de droite, etc. Quand vous allez sur TikTok ou sur je ne sais pas quel autre réseau social, vous êtes censé avoir un outil d'information qui vous plaît, mais vous n'êtes pas finalement conscient que vous êtes en train de lire un journal qui est polarisé, quoi. Donc il y a peut-être cette nuance-là qui est à poser. Et pour l'éducation en fait des jeunes, alors personnellement je trouve que c'est un enjeu de société absolument crucial et peut-être, même sûrement, qu'en tout cas l'université
ou même avant, le lycée, le collège, la primaire, alors je ne vais peut-être pas aller jusqu'à la maternelle, mais on devrait déjà commencer à faire naître ce doute chez nos jeunes, de se dire, bon, bah, faites attention, c'est un outil dangereux pour votre développement mental, que ce soit au niveau de l'attention, au niveau de la prise de décision, etc. Et qu'en fait, voilà, on n'est pas invincible par rapport à ces outils-là, et que ça peut être intéressant de développer de manière générale l'éducation des plus jeunes sur comment fonctionne l'esprit, comment fonctionne le cerveau. Il y a un vrai enjeu de société là-dedans. Est-ce que finalement, bon voilà, est-ce que c'est bien d'apprendre la nutrition, la biologie, etc. Mais la biologie du cerveau, le comportement, la psychologie, en fait, on est obligé d'aller jusqu'à la fac pour commencer à apprendre ça, quoi. Alors, bon, après, je dis ça, là, donc j'ai un petit qui a 6 ans qui est en CP, et là, il commençait à avoir des cours d'empathie, ce genre de choses, et c'est très bien, hein, ça commence. Mais il faudrait intégrer rapidement cette notion-là qu'il faut utiliser ces algorithmes avec une certaine prudence, en étant en pleine conscience, finalement, de toutes ces problématiques de construction des algorithmes et de nos faiblesses mentales, quoi. Juste pour rebondir sur ce que tu disais, peut-être tempérer un peu certains aspects, je pense que c'est bien d'apprendre tôt comment fonctionne le cerveau, etc. Mais il ne faut pas attendre de la compréhension du cerveau, la compréhension de tous les phénomènes sociétaux. Et je pense que il faut faire attention au neuroessentialisme, on en discutait tout à l'heure. Les neurosciences ne vont pas apporter une réponse à toutes les questions qu'on se pose, et surtout aux questions sociétales, qu'il faut intervenir des dimensions qui dépassent le simple fonctionnement de cette éponge qu'on a dans notre boîte crânienne. Alors, je me faisais une réflexion vu qu'on parlait de TikTok. C'est vrai que quand on utilise TikTok, on se rend compte que les contenus auxquels on est exposé, ils changent très rapidement, mais basés sur ce qu'on va aimer, le temps qu'on va passer sur des vidéos et ainsi de suite. Enfin, ça a l'air assez fin et ça évolue assez vite. Et du coup, l'enjeu de ces réseaux sociaux, là, c'est pas forcément de nous vendre quelque chose au final. C'est surtout de nous faire passer beaucoup de temps sur le réseau social, j'imagine. Alors en filigrane, il peut y avoir des enjeux financiers, mais on remarque aussi que les algorithmes ils sont alimentés par de plus en plus de données qu'on n'appréhende même pas. Le temps qu'on passe sur une vidéo, par exemple, c'est quelque chose que c'est difficile de le maîtriser. Les métadonnées qu'on avait avec le micro du téléphone, je me suis déjà amusée à faire l'expérience à la maison sur Pinterest, qui est un réseau social qui nous permet d'afficher des images. Si vous activez votre reconnaissance vocale et que vous parlez de choses, très rapidement, les pubs qu'on va vous suggérer correspondent aux mots-clés que vous avez mentionnés devant le téléphone. Donc ça devient des choses assez pernicieuses qui sont utilisées pour alimenter ces fameux algorithmes. C'est spectaculaire et je pense que c'est bien de le savoir que c'est utilisé et que ça fonctionne comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle, ici ? Bonsoir. Vous avez parlé de 3 grands groupes de personnes, 3 types de réactions face aux tentatives de débiaisement. Est-ce que les utilisateurs appartiennent à un groupe, quel que soit le contenu proposé, ou est-ce qu'on observe que leur comportement est différent que si on leur propose de diversifier leur lecture d'actualité, ou les films qu'ils regardent, ou les produits qu'ils achètent ? Alors l'étude que j'ai citée, c'était en particulier sur la recommandation d'information. Donc pour les films, les séries, etc., je n'aurais pas forcément de réponse. Mais dans le cadre de l'information, c'était une étude globale. Donc c'est des données sur 6 semaines d'interaction. On a classifié les utilisateurs dans ces 3 grands groupes en fonction de leurs interactions. Par contre, dans d'autres études, on peut montrer qu'il y a une évolution temporelle en fait, de l'accès à l'information et de notre appartenance à certains groupes. Donc il y a toutes les raisons de croire que si on peut être influencé par l'intermédiaire des recommandations, mais aussi de nos cercles sociaux en dehors du coup des réseaux sociaux, dans la vie réelle, il y a toutes les raisons de croire qu'il y a aussi une évolution temporelle de l'effet de la recommandation sur l'appartenance à ces 3 grands groupes d'utilisateurs. Il y avait une question en haut à droite, là-bas. Une question sur l'algorithme développé par Célina. Donc j'ai compris que c'était un algorithme qui a été développé à des fins de recherche. Est-ce qu'il y a
au-delà, est-ce que vous avez réfléchi à l'ouvrir à la société? Sous quelle forme? Et si oui, comment éviter de retomber dans un modèle économique qui mettrait en rapport avec l'échange d'objets, la publicité, etc., la recherche de profit qui introduisent en gros des biais dans la conception et on retomberait dans les travers. Est-ce que vous avez réfléchi à tout ça? Alors, l'algorithme en question, c'est un algorithme qu'on appelle de post-processing, donc de post-traitement. Donc, c'est un algorithme qui récupère des recommandations qui sont pré-calculées par des algorithmes existants et qui vont modifier ces recommandations. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on calcule une liste de recommandations assez grande et par exemple de 100 items, et ensuite on remodifie l'ordre de ces recommandations pour répondre au triple objectif là, de précision, diversité et équité. Cet algorithme, il a fait l'objet de publications scientifiques, donc il est disponible en open source, comme on dit, donc il est sur Internet, en fait, il est disponible et rendu disponible pour tout le monde. Si vous allez chercher chez vous ce soir, vous le trouvez, vous pouvez le tester si vous le souhaitez. Et tout le monde y a accès, mais nous, on ne le publie pas de façon à ce qu'il soit utilisé par des groupes particuliers, en fait. Je ne sais pas si j'ai répondu à l'intégralité de la question, mais... Oui, en partie. En fait, ma question, ça rejoignait la question d'éthique. C'est en quelque sorte un algorithme alternatif, bienveillant. On parlait tout à l'heure de manipulation bienveillante. Est-ce que ça pourrait être bénéfique? Est-ce que ça pourrait exister au sein de la société? Est-ce qu'il y aura un intérêt pour les individus, nous tous, d'utiliser ce genre d'algorithme? J'espère que oui, on a répondu à certaines questions éthiques au travers de cet algorithme. C'est pourquoi il y a une étude là, qui est en train d'être mise en place pour le tester vraiment dans des conditions expérimentales, hein, où on définit une durée particulière, donc on ne peut pas tester pendant des années pour voir l'impact à long terme. Mais on a de bonnes raisons de croire que l'impact va être positif sur la consommation et sur notre objectif premier qui est de rétablir une utilisation un peu consciente de ces systèmes. Et j'espère que si il est utilisé par d'autres personnes que nous au sein de la recherche, il le sera pour les mêmes objectifs. Je rebondis sur cet élément-là, parce que c'est vrai que l'enfer est pavé de bonnes intentions, et donc du coup l'idée de se dire bon voilà, on va être gentil, on va essayer de débiaiser parce qu'on est conscient qu'on a ces biais de cognition, etc. Et on va essayer d'apporter une forme de diversité aux formes de débat. Il y a des fois des situations où en fait finalement tout le monde peut être, la majorité des gens peuvent être d'accord sur un fait, et on se dit on veut apporter la contradiction, alors on va chercher une personne qui apporte la contradiction, quoi. Mais des fois, ça peut créer la situation où on a l'impression que deux points de vue sont équivalents, alors qu'il y en a un qui est, par exemple, je dis voilà, vous regardez que des articles sur le fait que la Terre est ronde, donnez quelques articles sur le fait que la Terre soit plate, parce qu'il y a besoin de diversité dans votre point de vue, quoi. Et là, du coup, c'est un côté un peu pernicieux, parce qu'on met sur le même niveau, en fait, ces deux arguments-là, et on peut voir ça éventuellement dans des talk shows, etc., où on se dit, voilà, une personne, ça arrive souvent en science, on dit un représentant de la science qui représente... je ne vais pas dire la vérité, hein, mais du coup, en tout cas, des gens qui se sont posés des questions et qui ont pris des sources fiables, etc. Et une autre personne qui va aller représenter un autre mouvement, et on les met sur le même niveau comme ça. Donc le fait de débiaiser activement, ça peut créer des situations où on donne la même valeur, le même poids à deux points de vue qui, en fait, finalement, il y en a un qui est vraiment porté par une majorité et l'autre qui est extrêmement minoritaire, quoi. Est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle ? Alors, il n'y a pas de juristes parmi nous, mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer des lois qui nous forcent pour deux contenus de divertissement, nous proposer un contenu de formation sur un sujet? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a déjà eu des tentatives d'essai de soumettre différents types de contenus, des contenus informatifs à côté de contenus de divertissement à équivalence ou pas? Je ne sais pas s'il y a des essais qui ont été faits. Non, pas. La polarisation, c'est vraiment un sujet qui est abordé par
beaucoup de disciplines, donc je pense qu'il y a des spécialistes du droit qui ont dû s'y intéresser. Après, sur ce genre de sujet, c'est assez difficile de mettre en place des réglementations. Donc, je ne sais pas ce qui est possible ou non de mettre en place et le temps que ça prendrait. Par contre, moi, j'ai collaboré avec des experts des sciences politiques. Et là, c'est aussi une autre approche, puisque voilà, il y a tout cet aspect engagement politique, besoin d'avoir une représentation des différents discours, etc. Donc, ouais, je pense que ça existe. Il y a encore une question à droite ici. Oui, du coup, je me demandais, tout à l'heure, on faisait le comparatif sur le fait de volontairement aller acheter un journal qui représente notre opinion, avec le fait de faire le choix de certains contenus sur les réseaux sociaux ou sur les sites d'actualité. Ma question, c'était... est-ce que donc ce système de prise de décision il est à mettre en parallèle avec, notamment sur les réseaux sociaux, la consommation d'informations qui vont générer chez l'utilisateur des émotions différentes et comment est-ce que vous vous êtes interrogé sur comment nous, dans notre cerveau, ça peut agir, le fait d'avoir un contenu ultra violent suivi d'un chaton mignon, suivi d'une vidéo rigolote, suivi d'un contenu créatif, etc. Et en quoi, quelque part, c'est un paradoxe avec le fait de faire des choix et d'avoir cette sensation peut-être d'avoir du contenu, d'être gavé de contenu sans forcément le solliciter. Wow. C'est une vaste question. Alors, la réponse courte, c'est non, on n'a pas testé ça de façon directe. Mais derrière, la question, c'est finalement, est-ce que de solliciter différents types d'émotions de façon séquentielle et rapide a une influence sur la façon dont ensuite vous allez utiliser, parce que finalement, là, derrière, il y a quand même cette notion de prendre des décisions. C'est une bonne question, mais alors là, j'ai beau chercher, j'ai pas d'idée de la littérature derrière, moi, en fait. Ça te dit quelque chose, toi ? Sur l'influence d'une succession d'émotions contradictoires sur les processus de prise de décision. Non, comme ça, j'ai pas un exemple qui me vient en tête, mais après, disons que les gens sont libres de ranger leur téléphone dans leur poche, encore heureusement. Et donc, si jamais on a une expérience qui est désagréable avec le téléphone portable, on va plus l'utiliser, quoi. Et donc, ce que je pense que comme il y a une compétition entre les différentes plateformes, ce qu'ils vont essayer de chercher, c'est le fait que vous ayez quelque chose de plaisant à l'intérieur, quoi. Donc, je pense que les algorithmes sont justement là pour ça, pour faire en sorte que dans cette diversité au début, vous allez finalement scroller, regarder, appuyer sur ce qui vous plaît, passer ce qui vous plaît pas, et à travers ça, il essaye de faire en sorte que vous ayez l'expérience la plus... Voilà, c'est pour ça que je dis vraiment l'enfer et pas de bonnes intentions, c'est parce qu'à la base, on pouvait dire c'est pour votre bien, attendez, on veut faire en sorte que vous ayez la meilleure expérience possible. Mais après, il y a le côté, effectivement, si jamais je reprends le parallèle avec la nutrition, on peut se dire le sucre, c'est bon, hein, ça fait un... Mais bon, faut pas que manger ça, quoi. Je pense qu'avec l'information, c'est pareil, quoi. Il y a le côté où, avec le téléphone portable... les contenus courts là, ou les réels ou les trucs comme ça que moi je consomme pas parce que effectivement ça me donne l'impression de manger du sucre, quoi, et que je me dis je vais avoir des caries dans ma tête si jamais et que voilà, c'est en étant conscient de ça et donc dans un sens je me force à pas les regarder parce que j'ai l'impression que c'est mauvais pour moi, quoi. Oui, mais je pense que derrière la question là, il y a quelque chose de plus précis sur est-ce que je formalise au fur et à mesure que je parle. Est-ce qu'une succession d'émotions contradictoires a un effet renforçant d'une certaine façon ? Et ça, je pense qu'on ne s'est jamais posé cette question-là, en fait. Là, vraiment, je pense que la littérature et donc, c'est une bonne question, en fait. Mais après, à quelle situation naturelle ça ferait appel, quoi ? Parce que le fait de se dire, si jamais tu te fais agresser, et puis après, du coup, tu as une récompense, et puis après, c'est pas... Le sadomasochisme. Attention, t'es enregistré.
Oui, bah après, bon, voilà, c'est un niveau d'éveil, finalement, que ça peut générer quelque chose de plaisant pour certaines personnes, pas d'autres. La surexcitation comme ça de contenu, il y a des gens qui aiment pas ça. Hein, donc, ouais, bon, en tout cas, ça va générer quelque chose, mais j'imagine qu'il y a une grande diversité, en fait. Hein. Il y a des gens chez qui ça va être plaisant, hein, qui vont chercher ça, et d'autres moins, quoi. Voilà, bon, c'est un peu une réponse de Normand, mais... C'est bien parce qu'après cette conférence, il va y avoir un nouveau projet de recherche qui va émerger sur les successions d'émotions rapides. Mais le parallèle a été fait entre les réseaux sociaux et le sucre, l'effet de consommer du sucre. Il y a eu beaucoup de reportages sur les effets dopamine, les effets d'addiction générés par le fait d'être exposé à des contenus agréables. Je ne sais pas si vous pouvez nous en dire plus du coup. Bah, d'autant plus, c'est quelqu'un de Bordeaux qui a beaucoup en France publicisé ça, c'est Serge Amène, qui est dans un autre laboratoire de neurosciences de Bordeaux. Et donc effectivement, ces expériences ont montré, chez le rongeur notamment, donc ça montre aussi que là, c'est pas seulement chez l'homme, le sucre avait un pouvoir addictif au moins aussi important, voire plus, que la cocaïne ou la morphine. Donc effectivement, le sucre en soi est un facteur addictif. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver aussi sur le jeu, par exemple. On sait que le jeu aussi peut avoir entraîné des dérives addictives. Donc c'est un peu différent des algorithmes, mais c'est aussi quelque chose qui est utilisé par les compagnies qui utilisent Internet pour se faire de l'argent, puisqu'ils proposent toujours des jeux nouveaux, etc. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui a un pouvoir addictif et qui fait appel à ces réseaux de la répétition, en fait, qui sollicitent ces mécanismes qui se mettent progressivement en place dans le cortex préfrontal. Donc en fait, si on veut revenir un peu sur les substrats neurobiologiques, c'est parce que vous avez développé un cortex préfrontal que vous êtes sensible à ces comportements addictifs. Et plus vous aurez... En fait, pour le coup, on se posait la question de savoir quels étaient les avantages évolutifs. L'avantage évolutif de pouvoir créer de nouveaux comportements automatiques, donc d'apprendre de nouvelles compétences, d'apprendre à jouer d'un instrument de musique, de pratiquer des sports, etc., d'avoir des comportements variés, donc plus adaptés face à des nouvelles situations. C'est aussi celui qui va développer ces processus addictifs à différentes sollicitations, que ce soit des drogues ou d'autres types de comportements. Donc c'est une sorte d'effet secondaire d'avoir plus de possibilités de compétences. Exactement, oui. Je rebondis aussi. Il y avait en fait cette notion de la comparaison, finalement, addiction, utilisation des réseaux sociaux, il y a se poser la question, c'est quoi la récompense, quoi. Et à l'intérieur, il y a le fait, il y a le divertissement, il y a l'information aussi, quoi. Et donc voilà, on a d'autres collègues qui travaillent sur l'idée. Et peut-être la succession d'émotions contradictoires. Non, mais c'est vrai, c'est de changer d'état. Finalement, il y a aller au-delà de l'ennui, etc. Et non, c'est vrai qu'il y a tout ça, il y a cet état-là, et qu'il y a de plus en plus effectivement de littérature qui montre qu'on peut créer des addictions. Parce qu'on va essayer de chercher un peu la joie du premier shoot j'ai trouvé quelque chose d'intéressant en scrollant, et puis on a tous été dans les situations où on continue jusqu'à dire allez, encore un truc intéressant, et puis après j'éteins, quoi. Et donc on est un peu dans une situation où en fait il y a une dissociation entre le plaisir qu'on attend de notre action et le plaisir que ça nous donne vraiment. Et ça, c'est vraiment la définition de l'addiction, quoi. C'est qu'on commence à avoir vraiment une différence entre une personne qui peut être accro à l'alcool. Au début, elle a eu des situations où ça a généré des récompenses, et puis après, ça ne génère plus de récompenses, et pourtant elle a encore envie de le faire, et même à la fin, elle va en avoir honte. Tout comme, en fait, si vous demandez à nos jeunes si jamais ils sont fiers de passer X temps sur leur téléphone portable, il y en a très peu qui vont dire « Ah oui, moi je suis très très fier de passer 2 heures par jour sur TikTok ». Oui, 3h50 ou ce genre de choses. Il n'y a personne qui va se dire sur son lit de mort j'aurais bien voulu aller plus souvent sur Facebook, quoi. C'est pas vraiment le genre de choses qu'on va retenir, quoi. Et en demandant aux étudiants à la fac qu'est-ce qui les empêche en fait de se concentrer dans leur travail, j'avais fait un petit atelier comme ça. Et j'ai été effaré en fait de voir que le téléphone portable, il était dans le top 3 de tous les étudiants. Et ça, il faut être conscient que c'est quelque chose que nous, on n'avait pas à lutter contre ça. Et eux, ils doivent en fait faire contre. Et du coup, il y a aussi une forme d'empathie à développer envers justement la jeunesse qui a besoin d'apprendre et de se construire
en devant avoir une contrainte supplémentaire finalement qui est celle des téléphones portables et des réseaux sociaux qui essayent de prendre votre temps de cerveau disponible pour pas citer une autre personne. Je sais pas si tu voulais compléter. Donc, pensons à nos adolescents qui doivent lutter en permanence contre la tentation des algorithmes et des réseaux sociaux. Alors, on approche bientôt de la fin de cette rencontre. Je vous pose une dernière question. Si vous deviez me dire en quelques mots et quelques secondes ce que vous souhaiteriez que le public retienne de cette intervention de ce soir en sortant de la salle, ce serait quoi ? D'utiliser ces réseaux et ces algorithmes en pleine conscience des... je ne vais pas dire danger parce que c'est quand même pas un terme un peu fort, mais en tout cas des risques que ça peut comporter pour nous et pour les autres. Quoi. Et Sébastien a piqué un peu ma phrase. Non, moi j'espère que ça vous a pas fait peur sur l'utilisation des réseaux sociaux et que voilà, vous allez peut-être modifier un peu votre utilisation et que ça rejoint ce que tu disais sur une utilisation consciente de ces systèmes et que peut-être que maintenant quand vous allez aller lire les informations, vous allez vous dire ah tiens peut-être que ce que je suis en train de lire c'est parce que quelqu'un d'autre est en train de lire en même temps que moi. Ouais, j'ai pas grand-chose à ajouter, si ce n'est si je veux garder ma coloration de neurophysiologiste. Donc, effectivement, c'est ce que je pense que c'était une bonne formulation, dire que l'addiction qu'on peut avoir pour les réseaux sociaux, c'est un effet secondaire des avantages évolutifs qui nous sont apportés par l'extraordinaire développement de nos capacités cérébrales. Donc, on est à la fois très intelligent et et très idiot de rester sur nos réseaux sociaux, mais c'est pas de notre faute, c'est le cerveau. On peut conclure sur cette note d'humour. On arrive à la fin de cette rencontre Épique Époque. J'espère que ça vous a plu. Merci encore au Jardin des Sciences, à l'équipe incroyable du Planétarium, à la région, à RCF Alsace, à Hélène qui nous a illustré des trucs incroyables, à nos intervenants et intervenantes qui étaient formidables, et à vous, très cher public, d'avoir participé à cette émission. Vous pouvez tous vous applaudir. La saison d'Épique Époque n'est pas encore tout à fait terminée puisque nous nous donnons rendez-vous le jeudi 15 mai pour la prochaine édition. Et la question que nous nous poserons, c'est comment comprenons-nous les mécanismes du cancer aujourd'hui ? Le cancer, ça touche beaucoup de gens. Donc soyez au rendez-vous dans un mois et à bientôt. Bonne soirée, rentrez bien chez vous. Et j'espère que vous serez nombreux à écouter le podcast en différé après l'épisode. Bonne soirée!